Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News, épisode 23, je suis en train de perdre le compte, c'est qu'on en a fait beaucoup. Salut Adrien, comment ça va? Salut Thomas, ça va vite fait, on a quand même perdu en quart de finale, voilà, avec l'équipe de France de rugby, à un point, contre l'Afrique du Sud, ça me rend chafouin, mais Je suis sinon ça dégoûté, va. T'es dégoûté aussi, hein, je je suis sais. dégoûté, j'y croyais en plus, hein. Enfin bref. Voilà, bon, on va pas parler de sujets qui fâchent, on va parler de sujets qui nous font plaisir. Parlons pop culture. Exactement, c'est pour ça que nous allons parler pop culture, faire le récap hebdomadaire comme d'habitude tous les lundis à 20h30 sur Twitch, mais aussi tous les mercredis sur vos plateformes de podcasts préférées ainsi que sur vos plateformes de vidéos et réseaux sociaux divers et variés. On le rappelle, on est présent sur YouTube, sur Dailymotion, sur TikTok, sur X, sur Blue Sky désormais, sur Instagram, sur Facebook, ça ne s'arrête plus. Bref, et nous sommes sur Twitch du coup tous les lundis à 20h30. Le concept de Pop News, c'est toutes les semaines, vous avez un récap digeste des informations pop culture de la semaine, cinéma, séries télé, jeux vidéo, tout ça on vous fait un pot pourri de tout ce qui se passe et de tout ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse chaque semaine, c'est dans vos oreilles et devant vos belles mirettes. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre, mettre les petites étoiles là où il faut, mettre les likes là où il faut et les partages bien entendu, ainsi que le bouche à oreille, vous savez, on aime ça, on veut conquérir le monde. Parlez de nous. Bon, parlez-nous bien sûr. Adrien, c'est toi qui commence les brèves cette semaine avec une nouvelle autour de Hit Number 2. Exactement, Hit Number 2, donc de Michael Mann. Michael Mann qui a récemment confirmé qu'il travaillait sur un Hit 2, je vais pas dire Hit Number 2, hein. Hit 2, le film, et ce serait son prochain film. Ce serait en fait adapté du roman Hit 2 qu'il a coécrit avec Meg Gardiner et qui a été publié lors du tournage de Ferrari, qui est actuellement en fait le film pour lequel Michael Mann fait de la promo. Le livre a été très bien reçu, ce Hit 2, donc qui est une suite littéraire en fait au film qui a été porté par Al Pacino et Robert De Niro, et il se murmure que Adam Driver, qui a joué donc dans Ferrari sous la direction de Michael Mann, serait en pourparlers pour incarner le jeune Neil McCauley dans Hit 2, et pour rappel c'est Robert De Niro qui tenait le rôle dans le premier film. Pour l'instant il y a des discussions avec Warner Bros qui pourraient produire et distribuer le film. Hit 2 en fait sert à la fois de préquel et de suite au premier film, et l'histoire en fait suit les personnages principaux avant et après les événements qu'on a vus dans le film de Michael Mann. En fait, l'histoire reviendrait d'après, j'ai pas lu le livre, hein, mais je me suis basé sur ce que disait Michael Mann et je me suis renseigné. En fait, l'intrigue permet au lecteur de revenir à Chicago en 1988, ce qui permet de suivre McCauley et son équipe lors de premiers braquages. Et en même temps, on a aussi la carrière de Vincent Hanna au sein du Chicago Police Department. Donc il y aurait encore cet affrontement entre la police et les truands, donc De Niro et Pacino. Ça a été un best-seller quand même, Hit 2 du New York Times après sa publication en août, donc c'est pas rien quand même, ça a l'air d'être un très bon bouquin. Et on rappelle que le film original de 95 est devenu un classique du genre policier, si ce n'est l'un des plus grands films de braquage ou l'un des plus grands films de flics et truands de ces dernières années. Et pour l'info, Ferrari, donc le dernier film de Michael Mann, raconte l'histoire d'Enzo Ferrari, le créateur de la voiture et de l'écurie Ferrari, et sortira très prochainement en France. Voilà. Très cool. Bon, bah écoute, on va bien voir ce que ça va donner. Petit passage par le jeu vidéo cette semaine, puisqu'on a eu des informations autour, enfin, de l'officialisation de la PS5 Slim. Vous savez qu'à peu près au niveau de la moitié de la durée de vie d'une console de jeu, on va dire ce qu'on appelle un rafraîchissement. Et ben le voilà du coup pour la PlayStation 5, Sony l'a annoncé pour novembre aux États-Unis. On attend la date officielle, mais aussi pour la France. Bon, ce qu'il faut voir, c'est simplement qu'il y a un volume qui est réduit de 30%, donc vraiment, elle s'est très très affinée, parce que la PS5, c'est vraiment un tank. Hein. Elle en a besoin. Le poids de la console a baissé entre 18 et 24% suivant le modèle, puisque pour rappel, la PS5 est disponible en deux modèles, une version avec un lecteur de disque Blu-ray HD, et une version sans le lecteur de disque. Donc évidemment, il y a deux prix. On rappelle, hein, la PS5 avait commencé par être vendue 500 € à la base, elle a augmenté son prix, elle est à 550. C'est le cas aussi de la PS5 Slim avec lecteur de disque et 450 pour la version sans lecteur de disque. Donc tout ça c'est pour novembre aux États-Unis. On imagine que ça va être prêt pour la fin d'année pour l'Europe et la France. Donc vous attendez pas à gagner de l'argent en achetant une PS5 Slim. En revanche, voilà, elle sera plus petite, elle sera moins lourde.
En revanche, si vous voulez la mettre en mode vertical, il faudra acheter un socle qui sera vendu 30 € séparément, ce qui est un petit peu la douille, on va pas se mentir, pour un morceau de plastique. Voilà, sachez-le, tout simplement. Et pour rappel, on vous conseille plutôt d'acheter la version avec le lecteur de disque, plutôt que sans, puisque sinon vous vous privez du marché de l'occasion et des Blu-ray des Blu-ray aussi, tout simplement. Donc vous pouvez aussi acheter un lecteur Blu-ray séparé, mais ça vous coûterait quand même 120 €, donc bon, c'est peut-être pas forcément la peine. Je vous conseille plutôt, moi, la version lecteur de disque. On va parler un petit peu de Microsoft, puisque c'est la grande annonce qu'on attendait. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft a désormais été autorisé au Royaume-Uni. C'était la dernière étape, en fait, avant la validation de tout ce dossier, quoi. C'est ça faisait plusieurs mois, voire années qu'on en parlait de ce rachat. Donc l'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a enfin donné son feu vert définitif pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Donc ça y est, Activision Blizzard est désormais dans l'escarcelle de Microsoft. On rappelle qu'Activision Blizzard, c'est notamment l'éditeur du jeu vidéo Call of Duty, donc c'est quand même un énorme morceau dans le domaine du jeu vidéo. Mais précisons aussi qu'il y avait un refus initial en avril, et en fait Microsoft avait soumis une version amendée de son projet de rachat à la CMA fin août. Ça y est, ça a été acté, donc désormais tout est bon, tout est vert. Dans cette nouvelle version, Microsoft en fait prévoit de vendre les droits de jeux en ligne d'Activision Blizzard, y compris ceux de Call of Duty et de Candy Crush, parce que ça fait aussi partie du package, au français Ubisoft. Donc ça c'est intéressant aussi comme façon de distribuer les jeux. La CMA avait précédemment donné un accord provisoire en septembre, mais avait exprimé certaines préoccupations résiduelles limitées. Apparemment tout s'est arrangé du côté de la CMA et de Microsoft. Brad Smith, le président de Microsoft actuel, a exprimé en fait sa gratitude envers la CMA pour son examen approfondi et sa décision positive. Il a également mentionné que cet accord bénéficierait aux joueurs et à l'industrie du jeu vidéo dans le monde entier. Donc on attend de voir exactement ce que ça va donner du côté de Microsoft. Pour ceux qui s'inquiètent que Call of Duty par exemple ne soit distribué exclusivement que sur les consoles Microsoft, ce ne sera pas le cas, ça a été précisé beaucoup de fois. Évidemment il peut toujours y avoir un revirement de situation, mais il y a très peu de chances parce que tout ça c'est une histoire de gros sous, rappelons-le. Donc vous pourrez toujours jouer à votre Call of Duty sur PlayStation, mais pour d'autres licences il y aura peut-être des changements à venir, des petites modifications. En tout cas c'est intéressant, c'est quand même un énorme changement dans le milieu du jeu vidéo. Ouais. Et ça fait des années que ça dure, hein. Microsoft avait dû montrer patte blanche de nombreuses fois, ça avait été refusé. Bref, c'était vraiment une bataille de communication à savoir est-ce que ça va réussir ou pas. Visiblement, ça y est. Enfin. Donc on va pouvoir passer à autre chose du côté du jeu vidéo. On va aussi passer peut-être à autre chose du côté de Rick and Morty, puisque potentiellement un film pourrait se faire dans l'univers de la série d'animation. Ouais, c'est Dan Harmon, le créateur de Rick and Morty, qui en fait est chaud, très chaud pour un film basé sur la série, et il est plutôt chaud pour que ce soit Zack Snyder qui s'en occupe. Zack Snyder, rappelons-le, réalisateur de 300, de Man of Steel, Batman v Superman, etc., Justice League, son Justice League à lui, la Snyder Cut. Et en fait, Harmon a révélé que Snyder l'avait approché lui-même pour discuter de la possibilité de réaliser un film Rick and Morty. Harmon, lui, sentait que c'était dit sur le ton de la plaisanterie, mais il précise qu'il aimerait bien voir une Snyder Cut du film Rick and Morty qui durerait 6 heures, dont 3 en noir et blanc. Évidemment, il rigole là-dessus, mais plus sérieusement, en fait, Dan Harmon, le créateur de Rick and Morty, serait intéressé de porter la franchise au cinéma, et même s'il n'y a pas encore de scénario, il discuterait actuellement avec Warner Bros pour porter le film sur grand écran. Il imagine le film en fait comme une aventure Rick and Morty avec un budget plus conséquent que celui de la série, qui durerait à peu près 90 minutes, sans changement dramatique majeur. Il préférerait aussi apparemment bosser sur le film pendant que la série est en cours de diffusion. Et il aimerait que la fin potentielle de la série, et ça concorde avec le film, se coïncide en fait avec le 15e anniversaire du personnage de Morty, où on pourrait le voir grandir et devenir indépendant, devenir adulte. Voilà, bon. Faut en prendre et en laisser avec Dan Harmon, parce qu'évidemment c'est un créateur, je vais utiliser le mot farfelu, qui a bossé sur Community, qui bosse sur Rick and Morty, donc voilà, et des fois il fait pas mal de blagues là-dessus, mais je pense qu'il est très chaud quand même pour faire un film, et Warner Bros serait sur les rangs pour l'accompagner.
Très cool. Alors on va parler aussi toujours de Rick and Morty, cette fois de la série animée, puisqu'on a un changement de casting vocal, vous Ouais. savez, puisque Justin Roiland a été écarté de la série, donc on a désormais 2 nouveaux acteurs pour incarner Eric et Morty. Exactement. En fait, le truc, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, Justin Roiland était le co-créateur de Rick and Morty avec Dan Harmon, et c'est lui qui prêtait sa voix à Rick et à Morty. Donc, évidemment, très difficile de trouver un remplaçant ou plusieurs remplaçants pour les voix de Rick and Morty. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que les studios ont décidé de faire, en fait, pour Rick and Morty. Et le premier épisode de la saison 7 de Rick and Morty a été diffusé ce dimanche aux États-Unis, et on a enfin eu les noms des 2 doubleurs qui remplacent respectivement Rick et Morty. On a Yann Cardoni qui double désormais Rick Sanchez, et Harry Belden qui prête sa voix à Morty. Donc c'est plus un seul acteur pour 2 voix, c'est désormais un acteur par personnage. Justin Roiland, lui aussi, doublait d'autres personnages principaux, c'était pas les seules en fait voix qu'il faisait, donc il y a aussi d'autres acteurs qui prêtent leur voix à des personnages bien connus de la série. Pour voilà, la petite anecdote, le générique d'introduction aussi a été modifié de Rick and Morty. Et voilà, tu l'as rappelé tout à l'heure, mais Justin Roiland a été séparé d'Adult Swim, en fait, a quitté Adult Swim, donc qui est la chaîne qui distribue et produit Rick and Morty depuis le début, suite à des plaintes pour violences domestiques, Ouais. même s'il a été relaxé par la justice. Voilà, son image est entachée et donc il ne reviendra probablement jamais. Exactement. Très bien, merci pour ces informations. Continuons les brèves avec Daredevil. Vous savez que Daredevil doit revenir à l'intérieur du MCU avec sa propre série, qui a d'ores et déjà été commandée pour 2 saisons, qui s'appellera Daredevil Born Again. Et cette série, elle est un peu troublée dans son processus créatif, puisque Marvel a décidé de recommencer. Quasiment. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà la moitié des épisodes qui ont été commandés, qui sont déjà tournés. Il y a eu une pause, évidemment, dans le tournage, puisque il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs qui se sont enchaînés, et ça a permis à Marvel et à Kevin Feige, du coup, le grand ponte du MCU, de regarder tout ce qui avait été tourné, et visiblement, ça fonctionne pas des masses. Le principe de Daredevil Born Again, qui avait été pensé comme une série, on va dire, de tribunal, une série, on va dire, d'enquête, quasiment. Et visiblement, ça fonctionne pas. Donc ils vont garder quelques choses, enfin quelques scènes qui ont été tournées, mais ils vont repartir à pas zéro, mais quasi, avec de nouveaux scénaristes. Les 2 scénaristes précédents, ils vont passer producteurs exécutifs. Donc c'est vraiment chamboulement total autour de Daredevil Born Again, qui va certainement, évidemment, prendre du retard sur sa date de sortie. Et donc voilà, c'est pas très très bien engagé du côté de cette série Marvel Studios, ce qui nous permet aussi de vous alerter sur un changement a priori qui va s'opérer du côté de Marvel d'un point de vue télévision et séries télé, puisque toute cette période, et évidemment les grèves des scénaristes et des acteurs ont permis aussi de remettre un petit peu le débat du scénariste au cœur de la production de ces séries télé. On le rappelle quand même, les séries télé Marvel, à la base, c'est on les valide, on tourne pas de pilote, on balance 150 millions de dollars là-dedans, et puis on voit ce que ça donne. Si ça marche pas, on fait des reshoots, et puis voilà, bon, ce qui a donné, ce que ça a donné, on en a parlé il y a quelques semaines dans Pop News dans un gros sujet. Bon, voilà, donc visiblement, tout ça, ça a permis un petit peu de redébattre et de redéfinir les angles et les perspectives de Marvel Studios sur Disney+, et dans les séries télé. Donc a priori, ils sont en train de revenir plus ou moins à une production plus traditionnelle. Ouais, il faut marche arrière un peu, ouais. On peut le dire, il faut marche arrière. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura désormais des vrais showrunners qui vont s'occuper des séries télé, il y aura des vrais cadres exécutifs spécifiquement entraînés et expérimentés sur de la production télé qui vont s'occuper de ça, plutôt que de faire des exécutifs qui font à la fois film et télé. Donc voilà, l'objectif c'est de vraiment remettre un petit peu le scénariste au cœur du débat, ce qui n'était plus du tout le cas avec ce que testait le MCU en série télé. Non, exactement. On a une question dans le chat intéressante d'Armel qui nous dit: je n'ai pas saisi la différence entre la précédente série Daredevil et la nouvelle en projet. C'est une très bonne question. Rappelons que la première série Daredevil avait été diffusée sur Netflix au mi-temps des années 2010, dans mes souvenirs 2015 jusqu'à 2018 à peu près. Ça avait donné
d'ailleurs un spin-off The Punisher, et puis pour le reste, il y a eu d'autres séries, The Defenders, qui réunissaient voilà, d'autres super-héros comme Luke Cage et Iron Fist, etc. Jessica Jones. La différence, en fait, c'est que ça n'avait pas été produit à l'époque par le MCU. Ce n'était pas une série du MCU. Donc, elle faisait pas partie, en fait, de l'escarcelle de Kevin Feige, dans le sens où elle faisait pas partie de l'univers étendu qui avait été créé et lancé par Iron Man jusqu'à Avengers, etc. Donc, c'était une série sur le côté. On avait des références de temps en temps à des super-héros, mais c'était vraiment à la marge dans cette série Daredevil. Sauf qu'aujourd'hui, ces séries-là ont été vraiment mis au placard. Un peu comme ce qui avait été fait sur Star Wars, parfois avec des livres à côté, on appelait ça l'univers étendu, voilà. Donc désormais, en fait, Marvel préfère faire ses propres séries, Marvel Studios, et donc ça donne une nouvelle série qui s'appelle Daredevil Born Again. Malheureusement, comme tu viens de le dire à l'instant, la série ne séduit pas et ils veulent faire quelque chose de plus intéressant et peut-être revenir en fait à ce côté un peu gritty, un peu brut qui était Daredevil de l'époque, qui avait énormément plu aux fans. D'ailleurs, à l'époque, les fans étaient très déçus que la série s'arrête parce que c'était l'une des plus populaires, l'une des séries de super-héros les plus populaires sur la plateforme. Voilà, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, pour faire très simple, ce n'est pas du tout les mêmes producteurs, ce n'est pas du tout le même studio en fait qui lance cette série Daredevil. Exactement. C'est vrai qu'il y avait vraiment la branche Netflix, en fait, Marvel Télévision, et en fait, le MCU n'avait pas spécialement de prise sur ces personnages-là. Ce qui va se passer aussi, c'est que ce qu'ils ne faisaient pas avant, c'est des pilotes, donc ils vont tourner des pilotes, ils vont faire des bibles des séries, enfin bref, tout ce que Marvel ne faisait pas avant, ils vont revenir là-dessus, et ils vont finir par le faire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, nous qui nous plaignons un petit peu de la qualité des productions Marvel télé, notamment, je pense que ça ne leur fera pas de mal. Très clairement. Tant mieux. Parlons de Matthew Vaughn, qui a donné une interview récemment et qui a notamment donné des nouvelles d'un potentiel reboot de Kick-Ass. Oui, reboot de Kick-Ass, en fait, Matthew Vaughn, le réalisateur donc, de Kick-Ass premier du nom, il n'a pas réalisé Kick-Ass 2, était présent au New York Comic Con cette semaine et il a annoncé qu'un reboot de Kick-Ass, donc pas une suite, allait avoir lieu prochainement. Donc, on rappelle que le Kick-Ass, c'est l'histoire d'un super-héros adolescent qui fait équipe avec Hit Girl, qui est une tueuse adolescente elle aussi. Si vous n'avez pas vu le film, on vous le conseille. Plus le premier que le deuxième. Oui. Et ce comics reboot aussi d'ailleurs. Et le comics aussi qui est très très bien. Ce reboot sera consacré en fait à de nouveaux personnages et on ne devrait pas revoir en fait les personnages incarnés par Aaron Taylor Johnson, donc qui jouait Kick-Ass, et Chloé Grace Moretz qui jouait Hit Girl. Donc ces personnages-là seront mis de côté. C'est vraiment un reboot pour parler d'autres personnages et d'étendre la franchise parce que c'est vrai qu'elle était un peu endormie depuis Kick-Ass Volume 2 qui était sorti au début des années 2010, 2012, 13 dans mes souvenirs. Ça commence à dater, C'est ça, exactement. Donc Matthew Vaughn, en fait, reviendra sur ce projet-là. On n'a pas encore de date exacte, mais ça devrait se tourner assez prochainement. Et je profite de parler de Matthew Vaughn pour évoquer aussi Kingsman 3, parce que Matthew Vaughn est le réalisateur de Kingsman 1, 2 et Kingsman qui revenait première mission, merci, qui revenait pendant la Première Guerre mondiale, que tu es un film plutôt ok, et Kingsman 3 en fait que les gens attendaient parce que les gens aiment beaucoup cette licence là et toujours lors du New York Comic Con, Matthew Vaughn a annoncé qu'il prévoyait de tourner Kingsman 3 en 2024 et que Taron Egerton devrait reprendre le rôle d'Eggsy pour cette suite de Kingsman. Donc le film devrait entrer en production très prochainement. On devrait peut-être avoir des idées de pitch et de scénario aussi à vous dévoiler d'ici quelques temps. Donc c'est plutôt réjouissant parce que la fin du 2 laissait entendre qu'il allait y avoir une suite, mais ça fait quand même depuis maintenant 2016 aussi, je crois qu'on attend une suite à Kingsman. Exactement. Voilà. Super nouvelle tout ça. On va passer à Ocean's 11. Saviez-vous qu'un projet de préquel était dans les cartons? Eh bien, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est possible, puisque le producteur qui s'appelle José McNamara s'est exprimé lors d'un red carpet, d'un tapis rouge du British Film Festival, et il nous a rappelé ce projet qui est en cours depuis à peu près un an. C'est Margot Robbie et Ryan Gosling qui se retrouveraient après Barbie dans ce film, qui devrait
devrait être un préquel du coup d'Ocean's 11, plutôt situé dans les années 60. Donc voilà, on n'en sait pas grand-chose de plus, mais moi ça m'enthousiasme plutôt pas mal, parce que moi j'aime bien les films de braquage, j'aime bien Ocean's 12, 11, Ocean's 12, 13 un petit peu moins, et Ocean's 8 j'ai pas vu. Enfin, bref, donc du coup, c'est honnêtement pourquoi pas un petit revival de cette série de films. Ça peut m'intéresser. Ça peut être sympa. Bon, encore une fois, ça manque, ça prouve plutôt le manque d'imagination d'Hollywood. Hein. Mais bon, on est bien d'accord. Si c'est avec Ryan Gosling, ça peut être sympa. Margot Robbie, on aime beaucoup. Donc allons-y. Je continue avec Loki saison 2 qui est revenu il y a d'ores et déjà 10 jours à l'heure où on enregistre ce podcast, avec l'épisode 1 qui a fait ses petits chiffres de visionnage, hein, puisque sur les 3 premiers jours, il y a 10,9 millions de vues qui ont été engrangées pour la série. À titre de comparaison, l'arrivée d'Ahsoka en 5 jours, c'était 14 millions de vues, donc ça devrait plutôt être dans ces clous-là. Voilà, Loki saison 2 qui était donc très attendu et qui confirme son statut de série Marvel, on va dire phare du service de Disney+. Une bonne nouvelle et potentiellement du coup un succès qui se poursuit pour cette série avec Tom Hiddleston, dont on vous parlera évidemment au moment où elle se terminera dans Pop News, bien évidemment. Tout à fait. Parlons de Gen V qui a peut-être déjà mis dans les cartons une saison 2. Ouais, alors c'est ce qui se murmure. Alors Gen V, on rappelle ce que c'est une série de super-héros spin-off de The Boys, diffusée sur Prime Video. La showrunner, c'est Michel Fazekas, et en fait, même si la série n'a pas encore été prolongée pour une saison 2, Michel Fazekas et le producteur exécutif Eric Kripke ont discuté en fait des possibilités pour une éventuelle saison 2. Bon, vu le succès de The Boys et vu toute la communication qu'il y a autour de Gen V en ce moment, il y a de grandes chances que la saison 2 se fasse. En fait, Gen V raconte l'histoire d'adolescents qui vont dans une école spécialisée pour devenir des super-héros. Si vous voulez, en fait, c'est X-Men en trash. Clairement, c'est ça. Oui. Ça aborde des sujets comme le sexisme, le racisme, les troubles de l'alimentation, la schizophrénie, l'automutilation, l'agression sexuelle. Donc c'est quand même des gros sujets qui sont taclés par la série, mais toujours de manière assez fine, si je peux dire. Voilà, si je peux dire. Fine dans le sens... Je sais pas si c'est le mot. Non, mais en tout cas, c'est bien fait. Voilà, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien amené à chaque fois. Et donc la showrunner Michel Fazekas explique qu'il y a plusieurs saisons qui sont déjà prévues en fait depuis la création de Gen V. Donc ils ont un plan sur plusieurs années et ça c'est plutôt rassurant. Et de son côté, en fait, Eric Kripke, donc le producteur exécutif et aussi créateur de The Boys, la série d'origine, a confirmé qu'une salle d'écriture pour la saison 2 existe déjà pour Gen V. Donc voilà, et je terminerai par une déclaration de Vernon Sanders, qui est co-responsable de la télé en fait chez Amazon Studios, qui est optimiste quant à l'avenir de la série. Donc voilà, les feux semblent être au vert, ça a l'air d'être plutôt engageant pour une saison 2. En tout cas, nous, à Pop News, on a plutôt bien aimé les premiers épisodes. On va vous en parler en fin d'émission. Ouais, exactement. Donc restez jusqu'au bout pour savoir et connaître notre avis sur Gen V. Exactement. Ah ben, il y en a une autre de série qui est plutôt sur de bons rails, c'est The Walking Dead Daryl Dixon, le spin-off de la série qui a été diffusée, toujours pas en France, mais aux États-Unis, qui vient de terminer sa diffusion et qui s'est terminé avec un teaser de sa saison 2 qui termine avec un retour assez attendu d'un personnage et une annonce aussi, c'est le titre de cette saison 2. Ce sera The Walking Dead Daryl Dixon, The Book of Carol. Donc le livre de Carol, un petit peu le livre de Boba Fett, on lui espère quand même d'être plus qualitative que cette série. En tout cas, voilà, un retour, celui de Carol Pelletier dans la série The Walking Dead Daryl Dixon. On ne sait pas exactement comment ils vont gérer ça. Moi, j'ai pas vu les épisodes de Daryl Dixon, puisque ça n'est pas disponible en légal en France, donc c'est un peu dommage. Petit coup de Air France au-dessus de l'Atlantique, je pense. Voilà. Ça marche. Ouais, j'en suis pas à ce niveau-là quand même, même si la série m'a un petit peu plus hypé que certaines autres. Les chiffres d'audience sont plutôt bons, hein, d'ailleurs, côté Walking Dead Daryl Dixon. Ils sont meilleurs de mémoire que ceux de Dead City, qui était le spin-off de juin dernier, dont je vous avais parlé déjà dans Pop News. Donc écoutez, voilà, on espère quand même un jour qu'un diffuseur français se mette sur les rangs, quoi. Alors, je vais rajouter juste deux petites choses là-dessus sur le diffuseur français, en fait. Apparemment, il y aurait déjà un doublage français qui serait en cours.
Ok. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait un diffuseur français si on met des doubleurs français sur le projet. Et deuxième chose, c'est quand même le titre le plus pourri du monde, quand même, On est The bien d'accord. Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. Déjà les gars, vous pouvez pas faire un truc plus court et mettre le nom de 2 personnages dans un seul titre, c'est quand même un peu la lue. C'est ridicule. Mais même avec tout ça, j'ai quand même envie de voir la série qui a l'air quand même Ouais. plutôt sympathique. On va rappeler d'ailleurs qu'à l'époque, ce spin-off était prévu pour être un spin-off sur Daryl et Carol. Oui, c'est vrai. Mais qu'au final, ils avaient pivoté sur Daryl Dixon, puisque Norman Reedus voulait tourner en Europe pour se rapprocher un petit peu de sa famille, et Melissa McBride, qui est donc l'interprète de Carol, avait dit que ça l'arrangeait pas trop, donc elle était restée aux États-Unis. Donc ils avaient pivoté autour de Daryl Dixon, donc visiblement. Ouais. Tout ça, c'est un petit peu en train de se rejoindre. Dans un crossover. Très bien. Et bien la dernière brève de cette semaine, c'est celle autour de HBO Max, qui va peut-être enfin arriver en France. Là, c'est même sûr, en fait, on vous en parle depuis très longtemps et on s'en plaint depuis très longtemps que HBO Max, en fait, ne débarque pas en France. Sauf que là, on a eu la news, en fait, aujourd'hui, voilà, le 16 octobre, jour où on enregistre, qu'HBO Max va arriver en France au deuxième semestre 2024. À la base, on rappelle qu'en fait, c'était initialement prévu pour 2023, mais le lancement, en fait, a été reporté en raison des fusions des groupes Warner Bros. Et Discovery. La plateforme de streaming a été renommée Max, donc on dit HBO Max, c'est pour voilà, vous donner un petit peu le truc, mais ça s'appelle vraiment plus que Max maintenant. Warner Bros. Discovery en fait lancera Max dans 22 pays européens à partir du printemps 2024. Ce sera d'abord lancé dans des pays nordiques et ibériques, les Pays-Bas et l'Europe centrale et orientale. Pour la France et la Belgique, le lancement est prévu pour le deuxième semestre 2024. Possiblement la fin de l'été ou à l'automne, donc d'ici un an. Voilà, il va falloir patienter encore un an avant de découvrir Max. Et on le rappelle, en attendant, les programmes en fait du studio Warner et de HBO sont disponibles via le Pass Warner sur Prime Video. Donc vous êtes en fait obligé d'être abonné à Prime Video, plus de rajouter un petit abonnement Warner pour avoir exactement ces 10 € pour obtenir les films et séries qui sont disponibles sur Max aux États-Unis. Voilà. Donc un nouvel abonnement en plus, voilà, vous serez ravis évidemment de l'apprendre. Tout ça, on commence à être habitué, bien entendu. Merci pour toutes ces brèves. Merci voilà à toi. pour la fin. C'était déjà un joli tour des brèves, l'air de rien. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ouais, je vais te donner la parole bien sûr pour le point box-office de la semaine. Mais c'est très gentil. Je vais commencer par un film que personne n'attend, je pense, qui est attention, Taylor Swift, The Eras Tour. Eras Tour. Voilà, qui alors débarque et fait un raz-de-marée. Mais genre vraiment, c'est un raz-de-marée. C'est le film de la tournée de Taylor Swift, on le rappelle. Taylor Swift qui, alors je ne sais pas, il y a peut-être des Swifties dans le chat avec nous. Taylor Swift qui est quand même l'artiste pop la plus mainstream et la plus ouf de ces dernières années. Enfin voilà, qui rassemble tout le monde, toutes les générations. Aux États-Unis, le film est sorti et a déjà rapporté 96 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end. C'est énormissime. En France, on a déjà près de 30 000 spectateurs en moyenne depuis sa sortie au cinéma. Donc c'est quand même aussi, on parle d'un film, d'un live en fait, d'un concert, hein, enfin d'une tournée en tout cas. C'est pas un vrai film entre guillemets. Donc voilà, ça prouve quand même l'impact du film et de Taylor Swift. Et à l'échelle mondiale, le film a déjà récolté 128 millions de dollars de recettes sur 95 territoires. C'est juste ma boule, c'est juste incroyable et c'est que le début et il y a des chances que voilà, elle cartonne tout. Elle est au coude à coude avec le lancement de Joker à l'époque en 2019. Enfin voilà, pour mettre ça en perspective, c'est vraiment un énorme phénomène. Évidemment, c'est un phénomène qu'on pensait américano-américain, mais c'est pas le cas, c'est vraiment mondial. Et mais c'est quand même plus un carton aux États-Unis qu'ailleurs dans l'idée. Bien sûr. Mais c'est juste monstrueux, quoi. Donc ça, je voulais en parler parce que c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est vrai. Ensuite, je vais continuer avec The Creator. Qui est malheureusement, et c'était pas mon souhait, un peu condamné en fait à être le flop de 2023, en tout cas l'un des semi-flops de 2023, puisqu'il a rapporté 80 millions de dollars au box-office mondial. Son budget était de 80 millions de dollars. Donc en fait, il va à peine rentrer dans ses frais, il va pas dégager de bénéfices plus que ça. C'est pas un four total évidemment, hein, mais malheureusement, je pense que Disney misait un peu plus sur The Creator, qui est une IP originale. Tu m'étonnes. Et donc c'est un peu dommage. Et nous, on en parlait la semaine dernière sur le côté franchise, où on aime bien que Hollywood tente des choses nouvelles et propose voilà de l'originalité.
Ouais. Malheureusement, ça n'a pas payé. Il y a un côté un peu John Carter là-dedans, pour ceux qui s'en souviennent. John Carter qui était aussi un film décalé et qui essayait des choses. Il y avait plus d'argent dans John Carter quand même. Il y avait beaucoup plus d'argent. Disney avait misé plus gros sur John Carter. Ok, alors pour rappel, hein, on estime qu'il faut à peu près doubler son budget d'origine pour pouvoir se rembourser, puisqu'on estime grosso modo que le ticket d'entrée, en fait, il revient 50% aux exploitants et 50% pour les producteurs, en fait. Exactement, et n'hésitez pas à aller le voir en salle, si vous pouvez, il est encore en salle, je pense qu'il va rester une semaine ou deux grand maximum, et puis après, il va terminer sa course, mais si vous pouvez le voir, allez-y, foncez, c'est toujours mieux de voir ce genre de film au cinéma. Je poursuis avec Anatomie d'une chute, qui a quand même réalisé plus d'1,2 million d'entrées après son 8e week-end, donc la Palme d'Or se maintient très très bien au cinéma, il n'y a pas de souci. Je continue avec Expendables 4 qui a fait son premier jour en France avec seulement 22 600 entrées, dont 263 en avant-première. C'est le démarrage le moins réussi de la franchise en France. Ça avait aussi été le cas aux États-Unis. Expendables 4 est un four total, un four annoncé. Il ne marchera pas du tout. C'est vraiment le pire du pire pour la franchise avec Stallone. On sent qu'ils auraient pas dû forcément remettre une pièce dans la machine, mais bon, c'est le cas. C'est un peu finito. C'est finito. Je poursuis aussi avec L'Exorciste Dévotion, qui est deuxième des démarrages du 11 octobre au cinéma en France. Il a fait 35 600 entrées, ce qui est pas mal du tout. Aux États-Unis, il continue aussi à se maintenir. Il a dépassé son budget initial. Il y a de grandes chances que ça devienne un film assez rentable. On rappelle que la franchise L'Exorciste a été racheté et donc il va y avoir plusieurs films en fait qui vont être produits autour de la possession d'enfants et autres. Donc c'est tiré quand même, on rappelle, de l'œuvre culte de William Friedkin. Et je termine par La Patte Patrouille, qui est aussi, elle, en tête des démarrages du 11 octobre avec 251 000 entrées pour son premier jour en France, dont attention, 152 000 en avant-première. Donc évidemment, ça aide. C'est pas exactement en un jour qu'ils ont fait ça, mais c'est quand même déjà 250 000 entrées sur 638 cinémas. Donc les gamins répondent présents et les parents aussi apparemment, et c'est déjà un vrai carton La Patte Patrouille. Et en regardant la bande-annonce, on peut se laisser tenter, je pense, en tant que parent, pour emmener son enfant voir le petit film. Voilà. Super. Et la tagline de l'affiche, je te l'ai envoyé tout à l'heure quand même, annonce des super pouvoirs de ouf, ce qui est quand même donne envie, quoi. Voilà. Il y a des gens qui sont payés pour ça, on respecte quand même. Vraiment. J'adorerais être payé pour écrire des super pouvoirs de ouf. Oh là là, c'est ça mon métier de rêve en fait. Je postule à ça. Mais je peux pas être avec vous. Merci pour ce point box-office, on est ravis évidemment que tu sois avec nous pour tout ça et pour cette grande discussion qui s'annonce cette semaine, puisqu'on a décidé de la dédier au Marvel Cinematic Universe, puisque d'un livre qui s'appelle le MCU, le règne de Marvel Studios aux États-Unis, est sortie une phrase très importante qui tente à nous annoncer un futur reboot de toute la saga du MCU qui s'annonce peut-être dans les prochaines années. En tout cas, ça fait partie du plan de Kevin Feige, en tout cas de ce que nous dit l'autrice de ce bouquin. Et ça pose un petit peu question, évidemment, tout ça. Ouais, c'est Joanna Robinson, l'autrice donc de MCU, le règne des studios Marvel, qui précise en fait qu'elle a une citation de Kevin Feige qui laisse entendre que Secret Wars sera un soft reboot, donc un redémarrage léger du MCU dans lequel en fait ils pourront élaguer tout ce qui ne fonctionne pas. Et donc il précise que ce ne sera pas quelque chose comme on peut le voir dans Loki où ils sont en train d'élaguer tout ce qui se passe au niveau des timelines. Non, c'est vraiment élaguer tout ce qui ne fonctionne pas et garder ce qui fonctionne, ou ramener des gens qu'on pensait avoir perdus à jamais. Clin d'œil. Voilà, traduction peut-être que on peut le spoiler ou pas, la grande figure qui a disparu du MCU, tout le monde le sait. Tu spoil Endgame, on va juste dire que voilà, si jamais vous avez pas vu Endgame, mais bon, vous êtes là en 2023, vous écoutez un podcast sur la pop culture, j'imagine que Endgame vous l'avez vu, donc voilà. Tony Stark est mort. Ah, je suis désolé. Voilà, Tony Stark est mort. Ça y est, je viens du futur et Tony Stark est mort. Donc voilà, Iron Man est décédé, Captain America est plus dans le coup. Il y a d'autres acteurs qui sont plus là, même Chadwick Boseman qui jouait Black Panther, et lui, c'est horrible de dire ça, il est littéralement décédé, donc ne jouera plus Black Panther, mais
on peut refaire revenir en fait des personnages comme ça, même s'ils ont disparu du grand écran et ils sont plus forcément dans l'histoire commune. Donc ça fait dire que Marvel a perdu en fait un petit peu de son plan d'action qu'ils nous vendent en fait depuis le début. Le MCU là est construit en phases. Là on est actuellement à la phase 6 si je me trompe pas. Ouais, 5 ou 6, j'ai perdu le 5 ou compte 6, je déjà. sais plus. En tout cas Secret Wars sera la phase 6, je crois que c'est ça. Et c'est peut-être pour moi, je sais pas ce que t'en penses, on va en discuter, un léger aveu d'échec. De la part du MCU et de Kevin Feige, qui lui est genre tout va bien, il n'y a pas de souci, je mets ma casquette, c'est good, il n'y a pas de problème les gars, je danse et je plonge dans ma piscine d'argent, mais au-delà de ça, niveau qualité, il n'est pas idiot, et il faut pas oublier que c'est un producteur qui a le nez fin, et je pense qu'il sait qu'en ce moment ça va pas très bien niveau scénario et niveau même rentrée d'argent dans les salles, c'est moins bon qu'avant. Oui, bah, à l'image de ce qu'on a traité tout à l'heure dans les brèves, à savoir cette remise à plat de leur façon de produire de la télé, je pense que ça fait partie aussi de cette réflexion-là. Marvel Studios s'est créé autour de ces figures, on va dire, qui étaient à l'époque dans la tier list plutôt les personnages B, voire C, plutôt que les personnages d'un grand A, on va dire, qu'on peut dire les X-Men, les Spider-Man, tout ça, c'est plutôt très haut dans la tier list des super-héros. Donc à partir de 2008, Marvel crée véritablement sa formule et sa façon de faire, c'est-à-dire construire vers le crossover. Et depuis Endgame, qui est le crossover des crossovers, c'est on va dire le parachèvement de tout leur travail en 15 ans quasiment. On a commencé à perdre un petit peu parce qu'on est obligé de redescendre pour pouvoir remonter. Et donc il y a ce côté-là, et on se dit qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour pouvoir se relancer et retrouver les grandes hauteurs et les grands sommets qu'ils avaient précédemment. Alors on sait que depuis Disney a racheté la Fox, qui leur permet de récupérer dans leur escarcelle les fameux personnages A que sont les X-Men et les 4 Fantastiques. Ils ont depuis signé un accord avec Sony pour avoir de nouveaux Spider-Man dans leur MCU, mais du coup, comment on fait pour faire en sorte qu'on arrive à nouveau à un truc aussi ouf qu'Endgame ? Et je me demande si c'est vraiment possible en fait. Je pense pas, je pense qu'en fait ils peuvent plus. La foudre peut pas tomber 2 fois au même endroit, je pense que c'est compliqué. C'est quoi l'expression déjà ? Il y a l'expression anglaise, c'est de mettre le génie dans la bouteille une deuxième fois. En fait, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Une fois que c'est fait, c'est fait. Je pense que c'est très compliqué, il faut peut-être justement tenter autre chose, ce que veut pas forcément faire le MCU parce que ça a marché une fois, pourquoi pas deux quoi. Le problème, et je vais revenir en fait sur des déclarations qui apparaissent dans le bouquin de l'autrice donc Joanna Robinson, qui a l'air d'être un super bouquin, je pense que je me le prendrai parce que là on vous donne les bonnes feuilles en fait qu'on voit passer sur les sites américains, mais je pense que une fois que soit je me prendrai une copie originale, soit une trad française, il y a de grandes chances qu'il soit traduit. Ce serait cool qu'il sorte en français, ouais. Il y a des chances, je pense. Mais elle dit un truc intéressant et c'est ce qui est dit dans le bouquin. En fait, Marvel avait un plan. Il se disait, nous savons que nous perdons nos joueurs vedettes, donc évidemment à savoir Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner. Nous savons qu'ils partent. Alors, ils ont intégré Paul Rudd et Benedict Cumberbatch, donc à savoir Ant-Man et Doctor Strange. Ils ont donné à Chadwick Boseman une place vraiment importante. Ils ont intégré Brie Larson. Donc au fur et à mesure, en fait, voilà, ils ont voulu construire en parallèle un nouveau MCU, de nouveaux super-héros. Tu parlais de super-héros B, A, C, etc. Donc c'est ça qu'ils ont voulu faire. Mais si tu vas plus loin, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec Boseman, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, ces nouveaux héros, ils sont pas aussi charismatiques, ils sont pas aussi présents à l'écran que ne l'était Chris Evans en Captain America, Robert Downey Jr. en Iron Man, etc. Et je continue donc sur le bouquin. Chadwick Boseman m'a raconté l'histoire de comment, sur le plateau d'Endgame, lui, Brie Larson et Tom Holland se sont assis et ont parlé de la façon dont ils étaient l'avenir de Marvel et combien cela était excitant pour eux. Ensuite, vous regardez la rupture entre l'accord Sony-Marvel concernant Spider-Man, vous regardez le décès de Chadwick Boseman, et vous regardez Brie Larson qui n'était peut-être pas un bon choix ou qui, vous savez, a été affecté par un fandom toxique. Tant de facteurs sont entrés en jeu qui ont en quelque sorte déjoué leur plan. Donc le plan de Marvel Studios. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sent qu'ils avaient évidemment un plan d'action, mais tout s'est un peu écroulé. Certes, Spider-Man fonctionne bien, mais il n'y a plus vraiment Black Panther. Brie Larson en Captain Marvel, ça fonctionne pas bien. The Marvels a de grandes chances de faire un four.
c'est compliqué. On sent que là, les séries fonctionnent pas non plus. Enfin voilà, c'est ouais. Mais c'est-à-dire que ce qu'on était en train de nous mettre en place comme les fameux New Avengers, on est en train de s'orienter plutôt vers un échec. Déjà, c'est un échec plus ou moins critique à peu près à tous les étages. Oui. Sauf pour le cas de Black Panther, mais qui est très spécifique, puisque malheureusement, Chadwick Boseman ne pourra plus jouer le personnage. Alors on nous a établi une succession dans Black Panther 2, donc le personnage va revenir. Mais tout ça pour dire que voilà, Captain Marvel a été plutôt mal reçu, pas forcément que par la base de fans toxiques. Tom Holland et Spider-Man, on sait pas exactement comment ça va se poursuivre. Chris Hemsworth, a priori Thor, c'est à peu près terminé, on imagine. Ant-Man, le dernier volet, est assez catastrophique. Donc c'est compliqué. Elle est où la figure, en fait, tutélaire derrière laquelle tu construis tout le futur du MCU? Pour l'instant, c'est difficile à trouver. Strange, c'est pareil, hein, Multiverse of Madness, c'est pas un grand film non plus. Donc voilà, il y a plus ces héros qui portent le tout. Il y a plus ce côté crossover. On n'a plus envie, voilà, d'un film avec l'ensemble des super-héros voilà, réunis. Moi, ça me hype pas de me dire, oh là là, génial, Captain Marvel, Doctor Strange et Ant-Man vont affronter Kang. Clairement, ça m'intéresse sans m'intéresser. Je suis pas hypé, ça me, tu vois, file pas les frissons. Ils sont bien obligés de le faire. Oui, ils le feront sûrement, mais tu vois ce que je veux dire, ils font plus monter la sauce comme c'était le cas à l'époque. Parce qu'ils ont peut-être perdu la magie du truc, parce que ça a déjà été fait, donc comme c'est plus original, les gens sont lassés aussi. Peut-être qu'ils ont eu de la chance aussi d'avoir les bons acteurs au bon moment, les bons persos, les bons scénars. Peut-être qu'ils étaient moins contrôle fric aussi sur ce qu'il fallait faire. Peut-être que voilà, la recette était un peu moins établi dans l'idée, et qu'à partir du moment où c'était trop sur des rails et qu'il fallait absolument faire les choses comme il fallait les faire, bah la créativité en a pris un coup. Je sais pas, hein, je lance des pistes comme ça, mais en tout cas, pour moi, je reviens là-dessus, pour moi c'est vraiment un petit aveu d'échec de la part de Feige, qui pourtant, lui, n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Il le dit encore, voilà, à Variety, lui précise que après 85 ans d'existence et 32 films, il semble qu'on ait à peine effleuré la surface de Marvel. Donc pour lui, en fait, il y a encore plein de choses à faire. C'est que le début. Et si je le rejoins sur le côté Marvel, on a toujours des propositions à faire. Je pense que le MCU est pas en bout de course, mais a besoin de se renouveler. C'est sûr et certain. Oui, c'est évident. En fait, je pense limite que après Endgame, il fallait faire une pause. Il fallait sans doute faire une pause, mais c'est impossible pour un studio comme celui-ci de faire une pause. Non. Donc, ce qu'ils font en réalité, c'est des plus petits projets. C'est pour ça qu'on a autant de télé, en fait, dans tout ça maintenant. C'est parce que c'est des plus petits projets, on prend un peu plus le temps, on essaie de nous faire connaître les nouveaux personnages. Ça marche sans marcher, quoi. C'est-à-dire que ces personnages-là, la plupart du temps, soit on les regarde pas jusqu'au bout. Je pense à She-Hulk, je pense à Miss Marvel, je pense même à Moon Knight, en fait. C'est aussi moins de, on va dire, d'exposition pour ces personnages-là plutôt qu'une sortie film. Évidemment, une sortie plus en catimini sur Disney+, c'est évidemment ça a moins d'impact. Et on est un petit peu dans l'expectative de c'est quand le prochain grand film Marvel au cinéma. C'est exactement la question, tout à fait. Alors, effectivement, Black Panther 2, on a bien aimé. Réécouter notre pop tier à ce sujet, on a bien aimé. Est-ce que c'est un grand film ? Peut-être pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le film le plus quali de la phase 5. Les Gardiens 3, hein. Les Gardiens 3. C'est vrai, pardon, j'avais oublié les Gardiens 3 cette année. Pour moi, c'est le seul qui ressort vraiment de ces dernières années. Mais Black Panther 2 est très bien aussi, au demeurant. Mais oui, il y a plus cette attente. En fait, c'est ça que tu veux dire aussi, quoi. Tu pareil, là-dessus, je pense. Tu parlais des Gardiens 3, c'est une fin de course également. Oui. C'est fini. Donc c'est très compliqué, je pense, en ce moment pour Marvel Studios, qui justement essaie de rebâtir quelque chose avec moins de hype, avec des personnages, on va dire, moins importants, mais qui est quand même, en même temps, comme on le voit là avec ces citations dans ce bouquin, en train de chercher le rebond. Et le rebond, a priori, c'est encore et toujours la nostalgie, a priori. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer des personnages, évidemment pas avec les acteurs d'origine, à mon avis, puisque c'est plus possible. Ou alors,
avec des apparitions très ponctuelles et vraiment très cher payées, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Donc du coup, bah, ça veut dire qu'on fait quoi? On recast Tony Stark, on recast Steve Rogers, qu'est-ce qu'on fait en fait? Je pense, il y a 2 choses. La première, ce que tu viens de dire, en fait, sur les apparitions, on reverra de temps en temps un petit Chris Evans en Captain America, on verra un petit Robert Downey Jr. qui Sans fera doute. coucou, voilà. Mais ils peuvent pas, comme tu l'as dit, évidemment, les recaster. Ils coûtent trop cher, ce sont devenus des superstars, ce sont plus les mêmes deals qu'à l'époque, et ils les ont fait, en fait. Ils ont créé ces superstars. Donc maintenant, c'est fini. Mais comme des potes, des vieux potes, ils reviendront évidemment, voilà, passer une tête et faire coucou. Mhm. La deuxième chose, moi, je pense, et avec ce qui se prépare un petit peu au niveau des sorties de films côté MCU, c'est qu'ils vont faire un soft reboot, ça c'est sûr et certain, avec les 4 Fantastiques et notamment avec Deadpool 3. Deadpool 3, je pense que peut être la connexion, le pont en fait Ouais. entre l'ancien et le nouveau. Mhm. Deadpool 3, donc qui maintenant va être un film du MCU à part Mhm. entière et non plus un film de la Fox, fait revenir Hugh Jackman Wolverine de la Fox devient Wolverine en fait du MCU. Et à partir de ce moment-là, en fait, peut-être qu'ils vont nous lancer des pistes sur bah ça, ce sera les nouveaux X-Men. Ça, ce sera les Fantastic Four. Le Fantastic Four, on aura normalement des infos très très prochainement sur le casting. Ouais. Il y aura aussi beaucoup d'autres BD à adapter et beaucoup d'autres personnages à mettre en avant. Et je pense, un peu comme ce qu'est le DC Universe actuellement, qu'il faut malheureusement peut-être faire table rase du passé et totalement en fait créer un nouveau MCU. Totalement, je sais pas, c'est pour ça que je dis soft reboot, parce que ça rassurera toujours d'avoir un petit Ant-Man, un Ouais. Doctor Strange qui traîne, mais il faut faire place aux personnages importants, des personnages A, en fait, tu vois, de tier A. Les Fantastic Four, c'est quand même les personnages ultra importants quand même de Marvel, et il faut les mettre en avant, et je pense qu'il faut construire ça là-dessus. Il faut arrêter Ouais. de construire tout sur un événement qui arrivera d'ici quelques années, du style Kang. Kang, Ouais. tout le monde s'en fiche. C'est pas que tout le monde s'en fiche, ça va être super sympa, je pense, Kang, mais Mhm. ou ça peut être très nul, hein. Mhm. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu Ant-Man 3, il y a une scène post-générique qui, d'après en fait, les producteurs de Marvel et les scénaristes, était génialissime, et ils pensaient en fait que le public et la critique allaient adorer et se lever, faire une standing ovation. Tout le monde a trouvé ça nul, et ils étaient les premiers surpris en disant « Ah bon, ça vous plaît pas en fait ce qu'on a mis là comme teaser pour Kang ?» Bon, et bah il va falloir qu'on revoie notre copie, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'ils revoient leur copie en fait. Ouais. Ouais. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que ça passe par les nouvelles propriétés intellectuelles, enfin, qui viennent de re-rentrer dans l'escarcelle de Marvel et donc de Disney. C'est-à-dire que c'est bon, les 4 Fantastiques, ça fait suffisamment longtemps pour qu'on puisse se permettre de faire un reboot. Oui. Les X-Men, c'est moins le cas, surtout qu'en plus, il y a des figures tellement importantes et imposantes du côté des X-Men, Hugh Jackman, évidemment, qui est toujours encore dans l'inconscient collectif. Je pense que ça va être beaucoup plus possible de recaster une Storm ou un Cyclops, des choses comme ça, que un Wolverine pour le coup. Mais je suis hyper d'accord avec toi, à mon avis, le film pivot, c'est Deadpool 3. Il y a un vrai truc à jouer dans Deadpool 3, il faut pas qu'il se loupe sur Deadpool 3, parce qu'à mon avis, c'est dans ce film-là qu'on réussit à marier tout. Qu'on essaie de nous faire comprendre que les anciens X-Men c'est plus ou moins du passé, mais on va en avoir des nouveaux. Je sais pas, à mon avis, si c'est le lieu de mettre en place les 4 Fantastiques, mais voilà. Pourquoi pas ? Voilà, un teasing, quelque chose pour nous faire comprendre que là c'est bon. On va vers cette direction-là, on va travailler sur ces trucs-là. Moi, j'accepte totalement, tu vois, qu'on me reboot des personnages, parce que c'est le cas en comics, ça peut très bien être le cas en film. Prends l'exemple des X-Men, à l'époque, on a Jackman, on a tout le monde, en fait, dans ce truc-là. On a, après, le film de Matthew Vaughn, qui est First Class, où c'est des X-Men totalement différents. J'ai aucun souci, quoi, et ça a très bien marché au cinéma, il y a pas de problème, quoi. Donc j'ai pas trop de problème. Pareil, regarde les Gardiens de la Galaxie. C'est des personnages que personne ne connaissait. Oui. C'est devenu l'une des sagas les plus lucratives de Marvel. C'est vrai. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Le public, tant qu'il y a de la qualité, c'est ce qu'on répétera tout le temps, tant que c'est qualitatif et tant que c'est pas fait dans un but simplement pécunier pour, voilà, ou juste même pour créer, mettre une pièce du puzzle dans dans un puzzle plus gros, je vois pas l'intérêt en fait, voilà, de faire ça. Donc je pense qu'à partir du moment où c'est pas fait de cette façon-là et que c'est fait justement pour faire plaisir aux fans et au grand public, ça marchera.
Ouais. La problématique, c'est qu'il faut que ça soit clair pour le grand public. Il faut que ça soit clair pour tout le monde que, en fait... parce qu'en fait, la problématique, c'est est-ce qu'il y aura les deux incarnations d'un Tony Stark? Est-ce qu'il y aura les deux incarnations d'un Wolverine dans l'univers? Ça, il faut que ce soit clair, un petit peu à l'image de est-ce qu'on a deux Batman dans le futur des DCU en fait. Ouais. Est-ce qu'on a deux Joker? Est-ce qu'on a deux Superman? Des trucs comme ça, il faut que ce soit clair quand même, parce que dans quel endroit on est, dans quel univers on est. Je pense que tu as parlé tout à l'heure d'un reboot, c'est quelque chose qui se fait énormément du côté des comics. C'est quelque chose qu'on fait très régulièrement dans les lignes éditoriales des grands manufacturiers de comics, que sont Marvel et DC, qui font régulièrement un table rase. On dit, bon, tout ce qui s'est passé jusqu'à ici, ça faisait partie de cette timeline-là, c'était dans tel univers-là, et maintenant, tout le reste, tout ce qu'on va publier maintenant, parfois même on remet à zéro les numérotations des comics. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à faire en film. Et il faut que Je suis pas d'accord. faut que ce soit clair. Je suis pas d'accord parce que à partir du moment où il y a des contrats d'acteurs, je pense que c'est juste ça qui pose problème. Mais si tu peux faire table rase, tu fais table rase. C'est juste qu'ils veulent pas prendre le risque de brusquer les gens, etc. Mais en fait, encore une fois, on avait déjà eu ce débat sur les Batman et on était un peu en désaccord tous les deux. Moi, je pense que les gens sont pas idiots et comprennent très bien que le Batman présent, par exemple, dans Joker, n'est pas le Batman joué par Ben Affleck, ne sera pas le Batman de Matt Reeves avec comme Robert Pattinson, etc., etc. C'est un film. Un film est un film. Genre l'univers, on voit bien que c'est pas le même, etc. Et après, si c'est pas clair, ils vont se renseigner. Malheureusement, quand tu lis un comic, c'est la même chose. Quand tu commences à lire Amazing Spider-Man, et en fait, tu n'es pas dans comment Friendly Neighborhood Spider-Man, tu n'es pas dans Spider-Man classique, ou tu n'es pas dans un épisode des Avengers, tu vois, en comics. C'est chiant peut-être, mais en même temps, ça veut dire que tu t'intéresses au produit et on te donne pas tout clé en main, quoi. La pop culture est trop grande et l'univers est trop grand pour devoir tout expliciter tout le temps, en fait. Non, mais c'est pas ça que je dis, mais moi je pense que c'est différent sur un univers comme celui de Marvel, où ça fait 36 films qu'on te dit que tout est unifié, que tout est exactement dans le même univers, que tout se suit, que tout est connecté. Et alors, là, c'est plus gênant, je trouve. Là où ils ont une chance, là où je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est qu'actuellement, ils font le multivers. Oui. Et qu'est-ce qu'il est? Qui est pas dingo dans l'idée. Mais c'est là où ils ont une chance de se dire, ok, utilisons ce procédé pour faire un reboot, on revient, on remet tout à zéro, et maintenant c'est reparti, c'est justifié, le grand public le comprendra. Mais j'ai peur qu'ils fassent autre chose, moi, c'est qu'ils partent de tous les côtés, qu'ils s'éparpillent et qu'ils fassent plusieurs, univers parallèles et qu'il y ait des films qui se concurrencent, etc. Exactement. Je sais pas. Je me mets pas j'aimerais pas être à la place de Kevin Feige parce que ça doit être compliqué comme. Je pense, ouais. Et à la fois c'est excitant parce que potentiellement tu peux te permettre de faire beaucoup plus de choses et de débrider un petit peu plus la créativité, parce que c'est quelque chose qu'on leur reproche énormément en ce moment. C'est pourquoi pas aller faire une adaptation de Marvel 1602, tu vois. Donc c'est les personnages de Marvel, mais du coup en 1602, et donc c'est très intéressant pour le coup ce bouquin. Pourquoi pas, tu pourrais te permettre de faire un truc comme ça du coup, avec une vision plus éclatée de ce qu'est le MCU, et pas forcément d'avoir tout spécifiquement au même endroit, où j'ai l'impression que là on est arrivé à la limite. Et il y a une autre problématique sur laquelle je voulais qu'on parle, c'est est-ce qu'ils vont pas se heurter à l'obstacle que j'appellerais l'obstacle Star Wars, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment recaster les grands acteurs et les grands personnages de l'univers. Je pense notamment à Mark Hamill, je pense à Leia, à Carrie Fisher, à Harrison Ford, où on a bien compris maintenant avec Solo que ça tu touches pas. Est-ce que avec Marvel et les Captain America et les Tony Stark et les Black Widow, les Thor, etc., est-ce que c'est une problématique à laquelle ils vont potentiellement se heurter? Oui, il y a de grandes chances, parce qu'encore une fois, ils veulent pas forcément brusquer le public. Ils veulent que ça reste bordé et sur des rails. Moi ça me dérange pas, tu vois, qu'un Mark Hamill soit joué par un autre acteur. On pensait souvent à Sebastian Stan qui lui ressemble beaucoup, tu vois, ça aurait pas été déconnant d'avoir Sebastian Stan qui joue Bucky dans les Marvel à la place de Mark Hamill. Il lui ressemble énormément et moi ça m'aurait pas choqué. C'est juste qu'en fait sur le papier on peut dire beaucoup de choses. Une fois que c'est mis en action,
et bah ça change tout en fait. Et on va l'accepter très vite. Et le public, il est pas réfractaire à ce point-là. C'est vrai que c'est compliqué d'accepter que Robert Downey Jr. ne soit plus Tony Stark, parce qu'en fait, au-delà du personnage physiquement, tu passes aussi derrière une perf d'acteur qui est quand même incroyable. Chris Evans, ce sera peut-être un poil plus simple, mais c'est vrai que Downey Jr., ce serait plus compliqué. Mais bon, il y a plusieurs possibilités, et ils n'ont pas que ces super-héros-là, tu vois, dans leur besace, donc ils peuvent faire plein d'autres choses et utiliser plein d'autres scénarios, plein d'autres storylines, tu vois, à mettre en place dans le MCU. Je trouve qu'ils sont frileux, quoi. Ils trempent le doigt de pied à chaque fois, ils font je sais pas quand même, hein, parce que là, il faut peut-être que ce soit rentable, et donc on va faire ça bien comme il faut, bien carré, bien comme on a décidé, et sauf qu'à un moment, le public répond moins présent, c'est ça. etc. On va pas revenir sur le côté quantité, bourratif, etc. qu'on a sur Disney+. Ils commencent à le comprendre. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'ils commencent à comprendre qu'il y a une petite fatigue, parce qu'eux-mêmes l'ont créé. Donc voilà, ils vont faire quelque chose. Au moins, ils vont réduire la voilure. Déjà, de ce qu'on comprend à travers tout ça, c'est qu'ils vont réduire la voilure. Ils ont peut-être misé sur les mauvais chevaux, sur Boseman, Holland et Brie Larson. Bon, voilà. Mais ils en ont d'autres et ça reviendra après, quoi. C'est ça. Ouais. Bon, écoute, on va peut-être clore cette discussion pour cette semaine, puisqu'on a déjà beaucoup parlé et l'épisode commence à être un petit peu long. On va switcher tout de suite sur le radar des sorties. Je vous ai sélectionné 8 choses à regarder et à jouer cette semaine. La première, une grosse sortie au cinéma en salle, c'est Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese, qui sort le 18 octobre au cinéma en France. C'est évidemment avec DiCaprio, comme d'habitude, Robert De Niro, comme d'habitude. En termes de pitch, il y a la découverte de pétrole dans les terres du peuple Osage au XXe siècle, et ça attire les convoitises, mais aussi les pratiques, on va dire, plus ou moins illicites. Ça va jusqu'au meurtre, évidemment, dont le titre fait référence. Donc évidemment, ça a l'air très Scorsese dans le texte. Ça sort le 18 octobre en salle. On arrive évidemment sur la phase des vacances de la Toussaint, et donc évidemment il y a un film d'animation qui sort cette semaine, c'est le 18 octobre également, c'est Les Trolls 3, film d'animation, suite des Trolls. Bon, j'ai jamais vu le 1 ni le 2, mais voilà, je vous le note si jamais vous avez des enfants et que vous avez envie d'aller voir ceci. Passons aux sorties streaming avec une série assez importante, c'est d'Argent et de Sang sur Canal+, qui sort le 16 octobre, qui commence sa diffusion sur Canal+, le 16 octobre. C'est une série de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Nils Schneider et Ramzi Bedia. C'est adapté d'une enquête de Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, au sujet d'une arnaque à grande échelle sur le marché financier des quota carbone. Ça dure entre 2007 et 2008 grosso modo, et donc on est sur une arnaque très très vaste sur le marché européen et français notamment. Ça a l'air d'être franchement pas mal. Ça a l'air pas mal. Ouais. Le 20 octobre, on a la saison 7 de Elite, la série hispanophone et espagnole du coup de Netflix, qui arrive pour une saison 7, et une saison 8 est d'ores et déjà prévue. Soyez rassurés, chers fans d'Elite. Saison 3 de Upload sur Prime Video, qui sort également le 20 octobre, et ça, tous les deux, on l'attend très fort avec Adrien, puisqu'on aime beaucoup Upload, une série qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, comment on appelle ça, pas le multivers, mais le métavers, et la fin de vie notamment dans les nouvelles technologies, donc très intéressant. J'avais beaucoup aimé la saison 1, la saison 2 il faut que je la rattrape avant la sortie de la saison 3. C'est sympa aussi. Ouais, et pareil sur Canal+, mais cette fois en SVOD, je vous conseille Super Mario Bros. Le film, qui sort le 20 octobre également sur Canal+. On avait beaucoup aimé avec Adrien, on avait aimé, on a beaucoup aimé, peut-être moins, mais je vous invite évidemment à écouter notre épisode du podcast Pop Tier, à l'époque où ça s'appelait encore Pop Tier, qui lui est dédié. Côté jeux vidéo, rapidement, il y a Super Mario Bros. Aussi, qui arrive en jeu vidéo le 20 octobre, c'est Super Mario Bros. Wonder, un jeu évidemment de plateforme 2D qui arrive sur Switch
en exclusivité, tout comme Marvel Spider-Man 2 qui arrive en exclusivité sur PlayStation 5 le 20 octobre. Décidément, il y a beaucoup de choses Ça qui se bouchonne. pressent en ce moment. Le 20 octobre, exclusivité PS5, un jeu d'action-aventure, et on vous conseille bien entendu d'écouter et de regarder notre vidéo dédiée qui est disponible sur YouTube et Dailymotion, préparée par les bons soins d'Adrien et montée par moi-même, qui vous permet de tout savoir sur Marvel Spider-Man 2 avant d'y jouer. Voilà. Nickel. C'est la fin du radar des sorties. Il y Ça a donne beaucoup envie de choses ces deux cette jeux là. semaine. Ouais. J'ai encore devoir craquer pour l'un des deux, malheureusement. Ouais, et bon, il va falloir que tu t'achètes une console si tu veux, aussi. si tu veux jouer à l'un des deux. Non mais il faut, voilà, je vais craquer pour Mario, c'est sûr, mais ouais, Spider-Man il me fait de l'œil là, il a l'air Ouais. super bien. Mario, j'ai très hâte d'y jouer à partir du week-end prochain. Ouais, pareil. Clairement. Et puis on va terminer rapidement cet épisode avec une reco. Alors, tu en as déjà parlé il y a 2 semaines dans le podcast. Moi, entre-temps, j'ai eu l'occasion de regarder les 4 premiers épisodes de Gen V, et je voulais vous donner un petit peu mon saut de cloche. J'aime beaucoup ce que je vois dans cette série pour l'instant. Alors, il me manque juste le 5, et en fait, ce qui se passe, c'est que je m'y attendais pas du tout, mais ma compagne m'a dit j'aimerais bien regarder, et je lui ai dit je suis pas sûr que ça va te plaire. Elle a vu The Boys ou pas? Et ben non, justement. Ah, alors, et donc, c'est intéressant quand même. je t'avais posé la question, est-ce que c'est gênant de pas avoir vu The Boys pour regarder Gen V? Tu m'avais dit non, et effectivement je confirme, ça la gêne pas du tout. Alors évidemment, moi je vois des refs qu'elle elle voit pas, mais et elle a pas trop de mal à comprendre l'univers et les trucs, on va dire, qui sont annexes à Gen V, et parce que c'est pas encore vraiment le sujet. Non. Et je trouve qu'on met bien en place les personnages, les enjeux, l'univers dans lequel ils évoluent, et en fait c'est une série qui se base vraiment, qui est beaucoup plus basée sur les ce que sont les personnages plutôt que leur lien avec l'univers global de The Boys. C'est pas spécial, enfin c'est pas une série spin-off qui est juste en mode regardez à quel point on est lié à notre série originelle, même s'il y a évidemment pas mal de petites références. Non mais elle est à part quoi. Ouais, et ce que j'aime bien, c'est, bon déjà, le twist final de l'épisode 1, je m'attendais pas spécialement à ça, et le fait qu'on parte sur quelque chose de plus intéressant que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on part un petit peu plus sur une enquête que sur un truc à la Smallville. Oui. Ouais. Donc honnêtement, pas mal. Tu vois ce que j'avais dit sur le côté mercredi un peu trashouille? Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est ça en fait, hein. Pour moi c'est résumé comme ça, hein. Et bien mieux joué, etc. Mais mercredi c'est sympathique, hein, mais genre là, Gen V c'est cool. Juste un truc, c'est notre recommune en fait. Oui. Oui. Et donc pour cette recommune, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pareil, j'ai été un peu surpris par le final du premier épisode, mais justement ça m'a hypé. J'ai fait vas-y, let's go, je continue. Et je suis pas déçu. Ça ronronne un petit peu comme The Boys aussi de temps en temps. Tu sens qu'en fait, des fois ça prépare un petit peu des grosses phases. Mais c'est franchement très cool. C'est très bien joué. Je trouve que ça s'attarde vachement sur les personnages aussi. Au-delà du fait de chercher des connexions qui n'existent pas entre les deux séries ou très peu. Je trouve que ça écrit très bien aussi ces persos. Il y a quelques caricatures, il y a quelques trucs comme ça qu'on a peut-être même déjà un peu vu dans The Boys, mais franchement c'est plutôt malin. Il y a des idées de mise en scène qui sont cool, notamment dans le dernier épisode je trouve, que t'as pas encore vu, je pense. J'ai pas vu le 5 tu l'as pas vu, ouais, c'est ça. C'est plutôt malin, et il s'attaque vachement à l'actualité, ce que fait déjà The Boys, plus côté politique. Là je trouve qu'il y a des des aspects sociétaux vachement plus travaillés dans Gen V, mais parce que c'est aussi peut-être plus simple à travers l'image de jeunes ados, jeunes adultes, avec tout ce qui est réseaux sociaux, avec tout ça, et donc tu peux forcément plus vite critiquer ce qui se passe. Et il y a beaucoup de choses à critiquer, quoi. Je disais tout à l'heure, c'est très intéressant. Ouais, ça parle de schizophrénie, de mutilation, d'image de soi, de comment les autres nous perçoivent et tout. Enfin, c'est super. Oui, alors on va préciser que si vous êtes sensible à tout ce qui est sang, tout ce qui est problématique du trash, etc., c'est pas une série pour vous, comme The Boys ne l'est pas. En revanche, si ça vous fait rien, comme c'est mon cas, moi ça finit par me gêner parce que c'est vraiment too much, quoi. Moi, notamment la saison 3 de The Boys m'avait gêné là-dedans, parce que je trouve qu'ils en mettent vraiment beaucoup, quoi. Et que c'est presque, parfois, ça fait limite cahier des charges. C'est un peu le cas dans Gen V aussi, mais
je regarde avec plaisir parce que je m'intéresse aux personnages. J'ai un peu peur qu'on revienne un petit peu tout le temps sur les mêmes problématiques et les mêmes façons de s'en sortir que dans The Boys. Ouais. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on gère un super-héros qui part dans tous les sens ? Visiblement, tu le gères à peu près tout le temps de la même manière. Donc c'est un peu dommage. Mais j'ai très envie de voir la suite et très surpris en tout cas que ma compagne apprécie. Bah ouais, tant mieux. Cool. On va continuer à regarder ensemble. Et ça prouve que c'est pas que du trash, tu vois. Ça prouve que voilà, il y a une vraie écriture de personnage et un scénario très cool. Après, ça vaut ce que ça vaut aussi. Hein. Moi, dans tous les cas, je préfère The Boys, mais encore une fois, je te l'avais dit, je crois que ça permet de ronger son frein jusqu'à la prochaine saison de The Boys, et c'est un truc sympa à grignoter. Et franchement, c'est très cool, c'est bien produit en plus. Exactement. Et j'ai hâte de voir les nouveaux persos, enfin les autres persos de The Boys qui vont débarquer, parce qu'il y en aura. Donc, pour ceux qui aiment The Boys, c'est toujours plus sympa. Exactement, écoute, voilà qui conclut notre épisode 23 de Pop News cette semaine. Merci à tous évidemment de nous avoir écoutés, merci à toi Adrien de m'avoir épaulé comme d'habitude et pour ce point box-office et pour la discussion. Un vrai plaisir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le prochain épisode, l'épisode 24 de Pop News. Entre-temps, votre petite mission, si vous voulez l'accepter, c'est de mettre le pouce en l'air sur toutes les plateformes de podcast où vous nous voyez, bien entendu, le petit bouton suivre, follow, tout ça c'est gratuit, les partages, évidemment, les petites étoiles, un petit peu partout sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez, et puis parlez de nous autour de vous, bien entendu, c'est comme ça qu'on conquérira le monde. On est disponible sur YouTube, sur Dailymotion, sur TikTok, sur Instagram, sur X, sur Blue Sky, sur Twitch, tous les lundis à 20h30. On vous retrouve là-bas, et puis portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut à tous.